Bonjour Patrick. Bonjour Christine. Alors, je te propose aujourd'hui de discuter de quel avenir pour l'humanité. Donc, grâce à toi, tu ouvres une rubrique que nous allons réaliser ensemble. Et ma question est la suivante. Je pense que c'est une question qui devrait être adressée par nos politiques, qui devrait être traitée au plan politique, de quel avenir nous voulons pour l'humanité. Pour l'instant, il me semble qu'elle est plutôt traitée par le marché et les entreprises qui gèrent en fonction de leurs préoccupations de produits, de services et de rentabilité, qui poussent des produits, mais qui n'ont pas forcément un projet de société ou un projet d'humanité. Et on observe deux grandes tendances. On observe des millions et presque des milliards de dollars qui sont donnés au transhumanisme pour donc soit robotiser l'humain, soit humaniser le robot, et une autre tendance qui s'avère être beaucoup plus spirituelle. Donc ma question est, pour toi, si je te dis quel est l'avenir de l'humanité ou quel avenir pour l'humanité, qu'est-ce que tu aurais envie de dire spontanément ? Je dirais que effectivement il y a une alternative qui se profile de plus en plus entre les courants de type transhumanisme que tu évoques, donc de post-humanité, et puis ceux que j'appelle de pleine humanité, qui existent aussi. J'ai la chance, par exemple, de participer à un réseau international des dialogues en humanité qui est en plein sur ce terrain-là, mais ça progresse dans d'autres milieux. Là, je rentre du Forum social mondial de Tunis, et cette question-là, d'investir pleinement la mondialité, de ne pas confondre mondialisation, qui est devenue synonyme de globalisation financière, et de mondialité, pour reprendre le terme d'Édouard Glissant. Ça permet justement de dire on n'est pas condamné à ce qu'une infime minorité cherche à devenir des surhommes et à avoir avec les autres un rapport de domesticité comme des sous-hommes. Il est au contraire possible, y compris d'aller utiliser l'aspect positif des grandes mutations technologiques, révolution numérique, révolution du vivant, etc., mais au service de la pleine réalisation d'une humanité. Le mot de pleine humanité, il est à ce moment-là dans les différents sens du terme. C'est à la fois le droit de tout être humain de vivre pleinement son humanité, donc sortir de la lutte pour la survie et de la sous-humanité, mais aussi la capacité à développer pleinement l'ensemble de ses potentialités créatrices, y compris sur le plan spirituel. Parce qu'une question évidente qui arrive quand on parle de transhumanisme, c'est la question de l'eugénisme. C'est-à-dire que si on a une partie de l'humanité qui devient donc supra par rapport à ce que nous sommes en termes de capacité, nous-mêmes allons devenir des sous-hommes. Et alors, les personnes qu'aujourd'hui on peut nommer de toutes les qualifications, mais que concrètement, pour la plupart des gens, on parque à l'extérieur, donc que ce soit les personnes handicapées, les personnes ayant le moindre défaut par rapport à la normalité sont quand même sous-humaines, puisqu'elles n'ont pas exactement les mêmes droits. Donc on peut se poser la question de ces deux humanités, qu'est-ce qu'elles deviendraient ? Donc ça, c'est quand même la crainte que nous avons tous, en tout cas si on se questionne là-dessus. Et donc en quoi est-ce que tu penses que cette mondialité pourrait être une réponse à cette crainte-là, cette crainte d'eugénisme ? Si on se situe du côté de la pleine humanité et non pas de la post-humanité, tous les éléments de fragilité, quelle que soit leur manifestation, le handicap, mais bien d'autres manifestations de fragilité, font partie de la pleine humanité. Parce que c'est aussi à travers, on pourrait même presque dire, c'est d'abord à travers nos vulnérabilités que le meilleur de l'humanité s'exprime. Alors je sais bien que si je dis ça, je vais avoir droit immédiatement à l'objection « on n'est pas dans un monde de bisounours » et je réponds régulièrement « est-ce que vous préférez celui des brutaclacs ?» Parce que l'injonction « on n'est pas dans un monde de bisounours » comme évidemment personne ne peut dire « si on est dans un monde de bisounours », elle interrompt tout échange. Donc moi je réponds « est-ce que vous préférez un monde de brutaclacs ?»
ah non, bon, ben alors 1-0 la balle au centre, partout la balle au centre plutôt, on peut reprendre l'échange. Et dans l'échange, et de ce point de vue-là, tous les travaux scientifiques les plus récents, et Jérémy Rifkin dans La civilisation de l'empathie en a évoqué de nombreux, Jacques Lecomte avec les travaux de psychologie positive, montrent que contrairement à une idée qui a été essentiellement fabriquée par les économistes qui avaient besoin d'instrumenter Darwin pour asseoir leur théorie suivant lesquelles la lutte pour la survie était une lutte du plus fort contre le plus faible, qu'en réalité, on est dans une situation qui est beaucoup plus riche, qui est certes ambivalente, l'homme n'est pas naturellement un être bon, mais que sa capacité, s'il y a autour de lui des écosystèmes émotionnels qui font qu'il est plutôt tiré du côté du meilleur de lui-même, de sa relation à autrui, à l'univers, et autant plutôt que du côté du pire de sa propre inhumanité, les conditions permettent à ce moment-là d'aller vers cette pleine humanité. Et d'ailleurs, quand on se pose la question, on avait fait le titre d'un livre provocateur, pourquoi ça ne va pas plus mal, qu'est-ce qui fait que on passe pas notre journée en se disant mince, au coin de la rue il va y avoir un serial killer, ou je vais me faire voler, ou j'ai peur pour mes enfants, etc. Dans 90% des cas, et même dans 99% des cas, les rapports entre les êtres humains sont plutôt des rapports pacifiés, et en plus des rapports non marchands. C'est dans nos sociétés, même hyper marchandisées, la part du temps de vie qui est consacrée à des rapports marchands, en gros, ne dépasse pas 10%. Donc il faut peut-être arrêter de faire comme les médias qui ne s'intéressent qu'aux 10%, voire aux 1%, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les 90% des cas où les êtres humains ont plutôt envie de vivre en paix, de vivre à la bonne heure, de vivre dans une pleine présence à la vie, et comprennent que autrui est plutôt un compagnon de route en humanité qu'un rival menaçant. Par rapport à ce que tu disais sur notre nature qui est en fait double, enfin, on est en capacité de tout faire. Métissé. C'est un peu comme la génétique et l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est à partir d'une nature initiale, c'est essentiellement la manière dont on va être éduqué et dont on va être orienté qui va permettre de manifester quelque chose plutôt qu'autre chose. Et donc là, dans cette question sur cet avenir d'humanité que nous pourrions souhaiter, la première chose, c'est comme tu le disais, c'est d'affirmer haut et fort qu'on peut mettre comme première valeur l'amour et arrêter d'en avoir peur. On a déjà eu partagé ça à un autre endroit. Deuxièmement, donc effectivement, faire la chasse au monde des bisounours parce que ça suffit, et d'assumer que peut-être qu'on a tous envie de ça et de l'assumer. Et donc ce que tu es en train de montrer, c'est le poids des conditionnements et des représentations qui nous empêchent tout simplement de manifester l'essentiel de ce qui nous anime. Et si nous nous autorisions à manifester cet essentiel-là, ça nous donnerait de façon majoritaire une vision de l'humanité souhaitée, donc cette humanité dont tu parles, que tu as saisie, enfin cette manière de la saisir au Forum mondial. Et partant de cette volonté que ce soit une humanité qui se développe dans toutes ses composantes, mais en privilégiant quand même malgré tout le bonheur, le bien-être, la paix, etc., ça permet aussi d'endiguer autrement les dysfonctionnements, et en tout cas qu'on n'aille pas forcément vers cette post-humanité qui sera destructrice pour la majorité de l'humanité. Oui, tout à fait. On dit souvent avec Abdenour Bidar, avec lequel on a initié un mouvement qu'on appelle le mouvement du 11, parce qu'on se donne rendez-vous tous les 11 du mois pour faire vivre l'esprit de fraternité, qu'il n'y a pas un seul dérèglement climatique qui serait celui du réchauffement. Il y a aussi la glaciation qui est du côté de la climatologie émotionnelle et relationnelle. En plus, on voit bien qu'il y a un lien direct, parce qu'évidemment,
plus les gens sont seuls et dépressifs, plus ils ont tendance à se chauffer dans tous les sens du terme, il y a à consommer, etc. Et l'une des façons, pour le coup très concrète, de lutter contre le dérèglement climatique global, c'est de hausser le niveau de la qualité relationnelle et émotionnelle. Il faut construire une alternative à ce que William Reich appelait la peste émotionnelle dans Psychopathologie du fascisme. C'est aussi pour ça que je dis souvent choisir d'être heureux est un acte de résistance politique. Parce que tu démarrais par la question politique et tu as tout à fait raison. Normalement, la grande question politique du devenir de l'humanité, c'est celle du frater, parce que frater, au début, ça veut dire genre humain, et c'est bien l'enjeu de l'esprit de fraternité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Comment l'humanité devient un sujet conscient de sa propre histoire, un sujet positif de sa propre histoire. Parce qu'on peut dire qu'avec Auschwitz et Hiroshima, l'humanité est devenue sujet négatif de sa propre histoire. Elle est devenue sujet. Avant, l'humanité, pour l'essentiel, était un simple contenant abstrait. Et puis, avec Auschwitz et Hiroshima, l'humanité a pris conscience qu'elle pouvait se détruire, soit biologiquement, Hiroshima, soit moralement, spirituellement, Auschwitz. Et le mouvement inverse, il est venu assez vite, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme, il constitue le mouvement du côté de l'éros, du côté de la force de vie, face à Thanatos. Et l'alternative entre pleine humanité et post-humanité, elle est du même ordre, c'est-à-dire comment on est du côté des forces de vie. On s'est lancé un terme provocateur dans les mouvements de citoyens, on appelle ça la stratégie érotique mondiale, justement, pour dire c'est bien l'enjeu des forces de vie. C'est la création de valeur au sens fort du terme, parce que valeur en latin, c'est force de vie, c'est le même mot que éros en grec. Donc, au lieu d'être en permanence dans la novlangue de l'économiste dominant qui nous disent, par exemple, que seules les entreprises créent de la valeur et réduisent la valeur à des flux monétaires, le value for money de la langue du business, nous disons, nous sommes des créateurs de valeur comme force de vie, comme les deux forces de vie principales, c'est d'un côté la nature et de l'autre côté les humains et leur combinaison sur les territoires, l'objet d'une stratégie érotique mondiale, c'est une création massive, une co-création, parce que il n'y a pas de création ex nihilo, l'univers nous est donné, la vie nous est donnée, l'intelligence nous est donnée, donc on part d'abord d'une posture de don, mais on est co-créateur et transformateur dans cet univers, et à ce moment-là, oui, on peut dire que nous sommes co-créateurs de valeur, et là, il y a un avenir infiniment plus riche que celui de la post-humanité, qui réserve à une infime minorité, parce qu'en plus, il y a un lien direct entre l'oligarchie financière actuelle et puis l'oligarchie future de la post-humanité. Quand on voit comment des multinationales comme Google investissent des sommes colossales et par ailleurs ne payent pas d'impôts, là, avec Edgar Morin, on a lancé un mouvement ludique de solidarité avec les chaises qui ont été subtilisées provisoirement à la banque HSBC avec comme thème, nous on rendra les chaises, il n'y a aucun problème, mais quand HSBC se sera acquitté des 2,5 milliards d'euros qu'elle doit au fisc français, eh ben, si je prends un exemple tel que Google ne paye pas ses impôts, en tout cas une version epsilonesque en mettant ses sièges dans des paradis fiscaux, et cet argent massif qu'elle détourne, qui irait du côté de la santé, de l'éducation, de la vie, etc., elle les met sur ces acteurs qui seront forcément une infime minorité, et j'ajoute qui de toute façon seront confrontés à la question majeure du sens de la vie, de la mort, du désir, etc. Parce que même s'ils vivent 1000 ans, hein, c'est Laurent Alexandre qui passe son temps dans les conférences à dire l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être présent dans cette salle, ben, l'homme qui vivra 1000 ans, il sera toujours confronté à la question du sens, du désir, de l'amour, etc.